Bonjour mesdames, comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, toi? Comment vas-tu? Je vais très bien, je vais très très bien. Donc, avant de débuter, bienvenue sur Ayeyo Podcast, about fully bilingual podcast. Cet épisode va être en français. On est, en mode multilingue, on mélange tout, franglais, on est en tout, hein, en tout. Mais pour l'épisode ici, on est, en français. J'ai la grâce, l'honneur et le privilège d'être en présence de deux femmes que j'apprécie énormément, à la fois humainement et professionnellement, des gens qui qui accomplissent des choses extraordinaires, des choses énormes, vraiment des femmes que je respecte énormément. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter Camille Esther, Amandine Gay. Je vais juste placer. Allô Amandine. Bonjour Camille Esther. Comment ça va? Je vais juste placer du contexte. Avant que chacune se présente, je vais placer du contexte pour finalement que les gens comprennent pourquoi cette conversation est si importante, pourquoi elle était importante pour Ayeyo. Ayeyo, pour les gens qui ne le savent pas, ça veut dire grand-mère en langue somali. Et donc, le podcast, c'est vraiment l'intention, c'est de partager, de faire de l'éducation populaire et vraiment d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes, instructives et surtout de faire des ponts intergénérationnels. Donc, on a des discussions qui nous enrichissent et Camille et Amandine sont deux personnes extraordinaires qui ont en commun beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai connu le travail de ces deux personnes à travers leur mobilisation pour les enjeux liés à l'adoption. Donc, beaucoup de sensibilisation que vous avez fait à travers les années, beaucoup de prises de parole. Camille, Amandine, je vous ai entendu parler de différentes choses liées beaucoup à l'adoption. Donc, je vous laisse vous présenter. Moi-même, je dois le dire, je suis pas une personne je n'ai pas vécu l'adoption, mais c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'interpelle parce que, en soi, en tant que sociologue, j'ai beaucoup étudié la famille. Donc, ça m'a amené à me poser plein de questions sur différentes façons de faire famille. Et je suis tombée sur Camille, je suis tombée sur Amandine. Et voilà, je vais les laisser, elles vont se présenter. Qui veut commencer? Honneur à la jeunesse. OK. D'accord, je suis tournée. Merci beaucoup de me recevoir sur le podcast. Je trouve ça très intéressant. Puis je suis vraiment excitée puis privilégiée d'être auprès de vous deux qui sont autant impliqués, qui mettent à cœur sur cet enjeu-là. Donc, pour me présenter, moi, c'est Camille Esther Garon. Je suis issue de l'adoption transraciale. J'ai été adoptée à 8 mois par une famille québécoise et d'origine haïtienne, née à Port-au-Prince. Plus normal, professionnellement, je suis une organisatrice d'événements, je suis conseillère, je suis à la fois aussi conférencière, animatrice, mais l'adoption, c'est un sujet qui m'a toujours passionnée. Puis, c'est un sujet que j'ai voulu faire plusieurs initiations. On en parle plus tard, mais j'ai initié justement le projet Nos Voix comptent, qu'à chaque mois de novembre, durant le mois des adoptés, qui a été initié par Amandine Gay dans le monde francophone, le crédit bien sûr, j'ai voulu initier plusieurs ateliers. Puis je me suis rendu compte comment l'adoption aussi, c'est un enjeu aussi politique, qu'on va en parler plus tard, mais voilà. Merci Camille. Moi, c'est Amandine Gay. Moi, je suis aussi ravie d'être avec vous. Hein. Bon, on a toutes commencé comme les femmes noires, mais bonjour, ça va? Oui, ça va bien. En fait, moi, je suis très fatiguée. Et je pense qu'on a le droit de dire aussi qu'on est un peu fatigué, mais franchement, ça me fait vraiment plaisir de venir passer du temps avec vous deux. Donc voilà, nous, ça fait au moins 4 ans qu'on s'est pas vu en personne, voire 5. On était dû pour se voir. C'est vraiment chouette. Et puis, donc moi, je travaille comme principalement réalisatrice et autrice. Donc, j'ai réalisé 2 documentaires, 2 longs métrages. Le premier, ça s'appelait Ouvrir la voie. Il est sorti en salle en 2017. C'était un film sur l'expérience des femmes noires francophones en Europe, donc françaises et belges. Et puis le second s'appelle Une histoire à soi. Il est sorti en salle en 2021 et c'était un film sur l'expérience des personnes adoptées à l'international et qui avaient grandi en France, majoritairement des personnes adoptées transraciales. Et donc, je suis moi-même adoptée aussi. Donc, moi, je suis née sous le secret en France. Donc, j'ai une mère d'origine marocaine et un père d'origine martiniquaise, mais qui sont des choses que j'ai découvertes beaucoup plus tard dans ma vie. Mais on reviendra là-dessus sûrement aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et je suis effectivement contente qu'on ait cette conversation, en particulier dans les communautés noires où effectivement, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Ou même, moi, je me rappelle, en tant que militante, antiraciste, contre les LGBT-phobies, etc.,
Bon, il y a une dizaine d'années, arrivé en disant mais l'adoption c'est aussi une question politique, ça devrait faire partie de nos luttes. Là, c'était vraiment, j'étais un ovni quoi. Donc c'est vraiment très chouette que ça prenne place. Puis c'est intéressant aussi d'en parler au sein des communautés noires parce que c'est un moment aussi de comme tu dis, bien sûr, c'est rapprocher la narration. Dans l'adoption, que la narration n'a pas toujours été auprès des communautés noires, auprès des personnes adoptées de manière transraciale ou de toute forme d'adoption. Fait que c'est intéressant d'en discuter, puis c'est intéressant aussi d'en discuter d'une perspective de deux personnes adoptées venant de deux aussi pays différents. Fait que ça va être intéressant d'en savoir davantage. Mais oui, moi je me suis dit, je connais 2 êtres humains qui ont des identités communes, mais qui ont évolué sur des continents complètement différents. Puis je me suis dit, de vous avoir dans le même espace pour parler de ces identités, de ce rapport à l'adoption qui est complètement différent en Amérique du Nord, en Europe, que c'est des réalités différentes. Ayeyo s'intéresse beaucoup aux liens de façon générale. Pour moi, personne qui n'a pas été adoptée, mais qui s'intéresse beaucoup à l'adoption, je voulais en parler parce que la famille, surtout au sein des communautés noires, au sein des communautés afro, je dirais même asiatiques, tout ce qui n'est pas blanc, la famille est tellement un sujet fort, un sujet tabou et un sujet des fois rigide. C'est-à-dire qu'on comprend la famille comme quelque chose de très traditionnel des fois. Et l'adoption, moi je sais que ce que j'ai lu en rapport à l'adoption, c'est ce qui m'a permis de reconstruire mes définitions de la famille. Et donc moi, je sais pas, j'ai une admiration cachée pour toutes les analyses portées par des personnes adoptées parce que c'est des analyses que je trouve tellement décomplexées. C'est-à-dire, ça vient complètement déconstruire le traditionnel de la famille. Et c'est pour ça que c'était tellement, vraiment pour moi, là, en tant que créatrice du podcast, je me suis dit, je vais parler avec 2 personnes qui ont un rapport à la famille qui n'est pas le rapport traditionnel qu'on entend habituellement. Donc là, je vais vous poser une question générale, puis après ça, ça va partir dans tous les sens, mais on aime ça. C'est comme ça qu'on aime ça. En fait, l'adoption, pour vous, pourquoi c'est un sujet important? Pourquoi au sein de communautés diversifiées, qu'elles soient noires ou pas, pourquoi est-ce que l'adoption, c'est un sujet important à aborder? Je pense que, c'est que je sais que l'adoption, c'est un sujet qui touche tous les ensembles d'enjeux politiques, sociaux, économiques, de système. Quand je regarde la question, tu as parlé de la question d'identité. Qu'est-ce que je remarque, surtout au Québec, puis dis-moi, Amandine, si ça te rejoint, c'est que l'adoption n'était pas considérée comme une identité. Par exemple, moi, j'ai été adoptée à 8 mois, j'ai grandi dans ma famille, j'ai vécu, j'ai grandi, puis moi, je me suis posé des questions aussi sur mes origines, d'où je venais, est-ce que je connais mes parents biologiques, tout ça, mais ça, c'était pas des discussions qui étaient mises de l'avant au sein de l'adoption, ou elles étaient discutées par des personnes blanches, par exemple, des experts, des psychologues, des travailleurs sociaux, ou comment on a perçu l'adoption dans la société québécoise. Mais on n'a pas vu l'adoption comme étant une identité. Ce qui a amené, selon moi, à ce qu'on était toujours entre 2 chaises. On n'est pas québécois, on n'est pas non plus haïtien. On veut retrouver nos origines, mais on sait pas par où commencer. Puis j'ai souvent vu aussi l'adoption comme étant une forme de casse-tête. Parfois, souvent, quand tu veux retrouver ton identité, tu as une boîte de casse-tête, puis tu essaies d'assembler les morceaux, mais des fois, les personnes adoptées, les morceaux sont oubliés, sont perdus, on va jamais les retrouver. Puis c'est à nous de devoir recréer cette histoire-là en ayant toujours, en cette sorte, un certain vide. Ça, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens aussi par rapport à ça. Puis la raison pourquoi c'est un sujet important, c'est parce que quand on parle d'adoption, on parle d'un enfant ou d'une personne qui va grandir, qui va devenir un adulte, qui est d'une famille à une autre. Et ça, on porte l'enjeu du féministe, l'enjeu aussi du racisme en termes des familles transraciales, en termes aussi des sociétés, mais aussi comment le système de l'adoption a été fait, puis il est fait par qui. Là, je t'allais vulgaire. Allez, sweet and short, mais ça commence fort. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui te rejoint aussi là-dedans, en termes d'identité. Puis, moi, je dirais aussi que si on recontextualise, tu vois, au sein des communautés noires,
une des choses aussi, je pense, qui est un des tabous, etc., c'est déjà la première étape et qui sont l'autre groupe qui a disparu de la conversation pendant très longtemps, qui sont les premières familles. C'est-à-dire que en fait, pendant très longtemps, c'est comme si nous, on était juste, tu sais, moi, souvent, on avait poussé sur le sol, tu sais, au Québec, on est arrivé de nulle part, mais tu sais, à 3-4 ans, on arrive d'une famille, tu sais, on arrive d'une personne ou d'une famille qui a été séparée de nous. Est-ce qu'elle a été séparée de nous volontairement? Est-ce qu'elle a été séparée de nous, comme tu disais, pour des raisons économiques, géopolitiques, tu sais, les guerres, les famines, les catastrophes naturelles? C'est ça aussi l'histoire de l'adoption, souvent, tu vois. Ou même l'histoire de l'immigration. Si moi, je suis moitié marocaine et moitié martiniquaise, mais tu sais, c'est l'héritage colonial et esclavagiste de la France. Tu sais, c'est la rencontre dans les années 80 de l'immigration postcoloniale en France hexagonale, mais des territoires qui avaient été colonisés par le, tu vois, par le passé. Et puis, du coup, au bout d'un moment, bah, il y a plus d'argent. Tu sais, toutes les richesses ont été volées par la France. Et puis, du coup, à un moment donné, bah, les gens viennent en France hexagonale parce qu'une fois que tu as détruit leur pays, et puis oui, tu sais, il y a eu la décolonisation, mais il faut voir dans quel état tu as laissé les pays quand t'es parti, tu sais. Bah, bien sûr que tu as énormément de gens qui sont ensuite venus en France, de la Caraïbe, de l'Afrique, etc. Puis après, ça donne des gens comme moi. Mais juste ça, en fait, de remettre ça dans une histoire et ensuite, je dirais peut-être, effectivement, là, c'est peut-être encore un tabou qui subsiste. C'est moi, je me rappelle une fois, j'ai beaucoup bossé en restauration. Et donc, en France, il y a un côté très ségrégué, tu sais, dans la salle, c'est beaucoup les Français, éventuellement, il peut y avoir des Françaises racisées, genre moi. Et en cuisine, c'est Asie du Sud-Est et Afrique, tu sais, Sénégal, etc. Surtout, ouais, quand t'arrives à la plonge, etc., là, c'est très, très ségrégué racialement de qui est en cuisine et qui fait mettre quelle tâche en cuisine. Et donc, moi, souvent, tu vois, on discutait avec les gars en cuisine, etc. Et un jour, il y en a un qui me dit, ouais, mais de toute façon, donc ça, c'était l'époque où je savais encore pas d'où je venais. Et donc, ça, sur les questions d'identité aussi, on y arrive. Tu sais, je vous ai dit comme ça, là, je suis martiniquaise, marocaine. J'ai appris à 18 ans que ma mère était d'origine martiniquaise et à 35 que mon père était d'origine marocaine, martiniquaise par des tests ADN. Donc, tu sais, ça, c'est des choses, là, j'ai 38. Donc, ça prend du temps aussi de recoller les morceaux du puzzle, comme tu disais, quand même. Et en fait, le gars en cuisine et tout, mon collègue, il me dit, non, mais de toute façon, c'est sûr que ta mère, elle peut pas être africaine parce que nous, on n'abandonne pas les enfants. Et moi, j'étais comme ça, genre, je sais, qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Et je me suis dit, bon, là, il y a comme, effectivement, tellement d'éducation à faire sur le sujet, tu sais, au sein de nos communautés aussi. Il y a un symbole très puissant, et je pense, par exemple, moi, il m'est arrivé une fois une situation qui est que on était en famille. Donc, moi, justement, ma sœur est d'origine chinoise, mon frère est d'origine haïtienne, puis moi, je suis d'origine haïtienne, puis mes deux parents sont blancs, québécois, de descendance européenne. Puis, à un moment donné, on est allé dans un magasin, puis je pense que j'étais en train de je sais pas trop, là, je faisais des trucs, je regardais, puis il y a une personne noire qui est venue me voir. Puis je pense que j'avais 7-8 ans. Puis elle m'a dit, va retrouver ta famille, va retrouver ta famille. Puis quand tu vis des situations comme ça, tu ne comprends pas. Puis au fur et à mesure, c'est que il y a un passé colonial, il y a un passé esclavagiste, puis il y a un symbole, malheureusement, qui est puissant, qui peut être perçu négatif d'avoir une famille, deux parents blancs, qui ont des enfants noirs. Donc, cette personne-là, je veux juste comprendre, elle te connaissait pas. Elle passait comme ça, là? Un contexte comme ça, parce qu'elle observait ma famille, puis elle a vu que c'était aussi mes parents. Oui. Puis à un moment donné, je pense que je me suis éloignée, tu sais, dans le magasin pour regarder des affaires. Je fais 6-7 ans. Et la personne, elle me voit, puis elle dit, mais va retrouver ta famille, tout ça, comme si, là, j'avais décidé d'aller chez des parents blancs. Responsabilité à 7 ans de retourner en Haïti pour être ta famille, tu sais. Ça, là, peut-être, c'est un autre sujet, mais la responsabilité qu'on donne aux personnes adoptées, la pression de devoir tout reconnaître dans leur origine, de rencontrer leurs parents biologiques, mais la pression qu'on leur donne, et que, puis c'est ironique parce que c'est les Blancs qui contrôlent la narration, mais c'est nous qui avons la responsabilité. Exactement. Et puis je dirais aussi, il y a un autre truc dans ce truc de responsabilité qui moi m'a toujours dérangé, qui est que, en fait, il y a même une façon, dans les communautés noires, du coup, d'essentialiser l'identité, enfin, les identités et les cultures noires. Tu sais, les cultures, elles te sont pas transmises par le sang. Elles te sont transmises par la pratique, par le fait de grandir dans une famille noire où on va t'apprendre la langue, où on va t'apprendre ta religion, on va t'apprendre ton histoire familiale, etc. Tu sais, si nous, on grandit dans une famille blanche, c'est pas qu'on va être des Bounty ou des Oreos, que c'est notre passion dans la vie, non? C'est juste que, nous, on a grandi et la seule culture qu'on nous a inculquée, c'est la culture blanche. On n'a connu rien d'autre. Tu vois? Puis surtout aussi, si on n'a pas été entouré de d'autres personnes noires, ça revient en tête sur certaines solutions, mais on ira plus tard. Mais ça revient aussi sur le fait que c'est comme si c'était notre responsabilité, que je connaissais pas le créole, que je connaissais pas ci, que je connaissais pas ça. Mais pourtant, il y a pas un seul, dans mon expérience à moi, il y a pas un seul noir qui est venu insulter mes parents. Mes parents, ils étaient respectés, ils étaient très respectueux. Mais moi, là, je devais apprendre le créole là, puis il fallait que je connaisse ça. Puis là, ça ramène, je pense que ça s'en vient l'autre sujet de la dynamique aussi envers
aussi en fait, les parents blancs. Moi, j'ai senti, parce que quand je pose des questions à mes parents, j'ai dit, avez-vous eu des situations, des fois, avec des personnes noires? Puis là, ils étaient comme, non, nous, on n'a rien eu. Les personnes noires venaient nous voir, ils nous respectaient beaucoup, etc. Là, j'ai dit, mais pourtant, il m'est arrivé des situations quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, que j'étais responsable viennent les voir, de mais ça. pour leur dire des trucs random, tu vois. Moi, une fois, dans un camping, il y a une femme noire qui est venue voir mes parents et qui leur a dit, oh là là, des blancs qui ont adopté les enfants noirs, je savais que ça existait, mais j'avais jamais vu, puis elle est partie. En quoi ça m'a aidé, moi? Ben, en fait, de l'extérieur, je vous écoute, puis j'entends beaucoup d'intrusions. C'est très intrusif. Puis en plus, c'est très responsabilisant face à une personne mineure. Et moi, je suis super sensible à ça parce que je travaille avec les jeunes, je travaille avec les personnes mineures, je suis gardienne de leur paix. Et quand j'écoute ça, j'ai une image de toi, Camille, 7 ans, 8 ans, en train de vivre ta vie dans une allée de magasin, je sais pas trop où, puis quelqu'un, une étrangère, un adulte qui te dit va trouver ta famille. Je veux dire, c'est heurtant. Moi, je trouve que c'est super heurtant, c'est intrusif. Et aussi, moi, j'ai pas été adoptée. C'est 2 parents qui sont nés en Afrique, qui m'ont éduquée, qui avaient un capital culturel d'une culture africaine très spécifique. On ne nous a pas transféré la langue. Donc, j'aimerais juste spécifier que, à la fin, ça ne garantit absolument rien d'avoir 2 parents africains qui, respect pour mes parents, hein. mais qui... Oui, on leur fait du respect. Ouais, on les aime. On va la penser fâchée. But let's be real. Non, but let's be real about the fact that, au final, ils avaient malheureusement le legs colonial dans l'esprit et dans leur tête, transférer la langue c'était pas important. Et là, on parle de personnes noires, de personnes africaines qui ont vécu jusqu'à leurs 35 ans, 30 ans sur le continent. Donc, moi, quand vous dites, c'est pas donné, mais oui, clairement, c'est pas donné. Et c'est même pas donné à une personne, par exemple, qui n'a pas été adoptée et qui a été élevée par donc, bref, vas-y. Non, mais je trouve ça tellement pertinent parce que ça l'amène aussi à savoir, les adoptés, on est qui? Parce que je me souviens, là, ça t'est déjà arrivé, là, tu regardes un dépliant, êtes-vous des communautés moi, toutes les fois, j'ai un bug. Êtes-vous des communautés interculturelles? Êtes-vous issus de l'immigration? Êtes-vous nés au Québec? Aucune de ces réponses, alors on est qui exactement? Pour toutes les réponses, alors on est qui exactement? Puis je pense que c'est de là aussi comment on a aussi infantilisé l'adoption. Puis je reviens justement à ton sujet de côté intrusif, c'est que je crois aussi, tu parlais aussi comment la famille était forte, tout ça, c'est que malheureusement, c'est un sujet qu'on n'ose pas discuter, notamment dans l'adoption, mais c'est une forme de déracinement. Puis c'est une forme de déracinement où les enfants ont été sans leur consentement en tant que tel. Puis là, je juste pas qu'on twiste mes mots comme si c'était une question d'enlèvement, là, mais il y a eu un processus que des parents voulaient un enfant, c'est tout à fait légitime, mais que cet enfant-là n'avait pas toute la conscience exacte. Moi, j'ai été adoptée à 8 mois. Il y a d'autres personnes qui ont été adoptées enfants, mais ils demeurent mineurs. Puis, on a comme oublié cet aspect-là. On est beaucoup allé dans la narration heureuse, qu'ils avaient sauvé des enfants, qui en prenaient soin. Puis, je pense aussi que dans l'enjeu de l'adoption, des fois, il manque des nuances. Parce que pour moi, c'est tout à fait possible de reconnaître que j'aime mes parents, que j'ai eu des parents qui étaient des bons parents qui m'ont aidé, tout ça. Mais je suis capable de faire la nuance qu'il y a eu un déracinement auquel on m'a donné toute la responsabilité après de recommencer dès le départ. Puis des fois, il y a des personnes adoptées que ils ont pas le goût de revivre ce moment-là pour des raisons X, Y, Z qui leur appartiennent. Donc, c'est de là aussi que ça touche aussi cet aspect-là d'adoption. Puis moi, je trouve qu'au-delà en plus de l'intrusion, il y a aussi le côté de jugement. Et en fait, tu sais, si t'as un jugement à fournir, mais est-ce que t'as une solution aussi? Tu sais, parce que pour moi, l'enjeu, c'est, oui, une fois qu'on a dit que nous, on est des Oreos, des machins, des trucs, qu'on devrait ceci, qu'on devrait parler créole. Mais tu sais, toi, en tant que personne noire d'Haïti, du Maroc, tu sais, est-ce que t'as monté une structure où des enfants noirs qui, pour diverses raisons, sont séparés de leur communauté et vont pouvoir se retrouver, apprendre les langues. Tu sais, je pense qu'à la fin aussi, la raison pour laquelle finalement, tu sais, nous deux, on s'est retrouvés à mettre en place des événements à destination de la communauté des adoptés, à destination aussi des enfants adoptés, des formations pour les parents adoptants, c'est que nous, on a vécu justement cette situation où beaucoup de choses étaient attendues de nous, mais personne nous tendait la main. Ou alors, c'était des choses qui étaient random. Moi, tu vois, j'ai eu beaucoup de chance parce que ma mère avait un ami qui était diacre, un Guadeloupéen. Et donc, du coup, j'avais déjà un homme noir dans mon entourage. Alors, il y avait mon frère, donc ça aussi, c'était quelque chose, on avait 12 ans d'écart. Donc, moi, j'avais un grand frère noir, tu sais, et puis qui, lui, avait grandi en Martinique. Alors, mais tu vois, même ça, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé qu'on sache enfant tous les deux qu'on venait de la Martinique.
Tu sais, ça nous aurait fait, tu vois, un point commun, etc. Moi, j'ai appris ça à 35 ans. Bon. Mais bon, j'avais quand même un grand frère noir et qui avait grandi, lui, dans les communautés noires, au début, au moins, jusqu'à ses 6-7 ans. Ensuite, il y avait donc Évariste, le diacre guadeloupéen. Quand j'étais petite, on allait à la messe, etc. Donc, on allait aux messes guadeloupéennes. Moi, j'adore manger. Donc, après, il y avait des acras et tout. Tu sais, je jouais avec d'autres enfants noirs. Donc, ça, c'était chouette. Et puis après, j'ai eu de la chance que dans mon école, quand j'avais 8 ans, est venu un basketteur pro afro-américain, parce qu'il y avait une équipe de basket à Lyon, où il y avait des basketteurs professionnels. Et du coup, il avait une fille métisse, et qui était du coup pas dans ma classe, mais presque. Et puis moi, je me suis jetée sur elle. Moi, vraiment, enfant, j'étais en mode genre, tu es un peu noir, tu es mon ami, sois mon ami. Ah oui, oui, on a eu cette pensée, dès qu'il y a une personne dans la salle, c'est ma sœur. Ah, mais direct. Moi, je suivais les noirs au supermarché quand j'étais petite. Hein. Mes parents me retrouvaient souvent, tu sais, s'il y avait des noirs au supermarché, je les suivais comme ça, tu sais, je pense que je me disais, c'était des gens de ma famille et tout, tu vois. Et donc, du coup, ces personnes-là ont eu l'intelligence, je pense, de voir que c'était important pour moi. Et ça a vraiment été des personnes importantes dans ma vie. Évariste d'abord, et puis Pierre. Et Pierre, ils m'ont vraiment, enfin, cette famille m'a vraiment accueilli chez eux. C'est-à-dire que je dormais là-bas une fois par semaine. Je partais en vacances avec eux. Il m'a emmenée aux États-Unis quand j'avais 13 ans avec donc Laurine, Larry. Et puis, on est parti que nous, en fait, on est parti que les Noirs. Parce que Pierre était marié avec une blanche. Mais quand on a été aux États-Unis, on a été dans la famille afro-américaine de Pierre à DC. Et on est parti les enfants noirs et Pierre. Et ça, pour moi, ça a été un truc qui était génial, parce qu'en plus, tu vois, dans les familles noires, il y a quand même ce côté que même quand tout le monde se ressemble pas, les gens posent pas de questions. Tu vois, parce que bon, il y a des enjeux de même père, mère, pas toujours le cas, etc. Et du coup, pour moi, c'est avoir la sensation, pour une fois, de me fondre dans la masse, d'être dans une famille noire, etc. Et ça, c'était le travail. Ça, toutes les personnes noires qui ont un avis sur l'adoption, sur comment nous, on devrait être en tant qu'adoptés, moi, j'ai envie de leur répondre, si t'as jamais rien fait pour nous, tu sais, si t'as jamais parlé à une famille noire en leur disant, tu sais, peut-être que moi je connais un salon afro, tu sais, il y a plein de façons de le faire aussi. Aussi. Puis ça, t'en parles aussi, par exemple, les cheveux, puis c'est les deux côtés. Est-ce que c'est grave des parents blancs qui savent pas s'occuper du cheveu crépus de leur enfant? Non. Mais est-ce que j'en ai conscience? Puis est-ce que je prends l'initiative pour le faire? Ou, si moi je suis une personne adoptée, puis que je m'en vais dans un salon noir pour les cheveux, puis je demande, est-ce que tu vas m'aider ou tu vas juste me ridiculiser en disant, ben pourquoi t'as pas fait ça avant? C'est que j'ai l'impression que, et je sais pas si ça, c'est quelque chose que t'as ressenti dans ton expérience, mais on dirait qu'il y a un ressentiment. Je sais pas si c'est un ressentiment. Ou au moins un manque d'empathie. Ou un manque d'empathie. Mettez-vous à notre place, quoi. Tu sais, nous, on n'a pas choisi de grandir dans les familles de blancs. Donc, c'est-à-dire que moi, quand j'arrive, tu sais, la première fois que j'ai fait des rajouts, mais tu sais, moi, je connaissais rien. Tu sais, moi, quand j'étais enfant, je savais même pas qu'il y avait des tissages. Du coup, moi, j'étais fan d'Alia, adolescente. Alors, attention, c'est le moment, les dossiers de l'angoisse. Donc, comme je ne savais pas qu'il y avait du tissage, je me suis fait défriser les cheveux à un moment donné, et j'ai voulu me faire la frange d'Alia. Donc, j'ai coupé, bon, ça a été donc une catastrophe, puisqu'Alia, c'était pas ses cheveux, hein, tu vois. Mais moi, je savais pas. Je suis désolée, j'ai grandi dans une famille blanche à la campagne, tu sais, dans un village de 3000 habitants. Comment je peux savoir qu'il y a un truc qui s'appelle le tissage? Non, c'est clair. Puis moi aussi, je me souviens, que je m'avais fait justement un défrisage. Aussi, moi aussi, c'est des confessions, là! Confession à dire avec Edith. Moi, je me rappelle que je m'avais fait un défrisage parce que justement, je voulais ressembler aux femmes à la télévision. Il y avait un show, ça c'était avant Scandal, mais il y avait un autre show super populaire où la fille avait les cheveux plats, raides, noirs. J'ai dit, rendez-vous. En plus, c'est fait par des personnes blanches, donc ils ont utilisé des produits super chimiques qui correspondaient pas. Puis, mais tu vois, mais ça, c'est des choses aussi qu'on n'a pas été éduqués non plus pour ça. Fait que, puis en même temps, au fur et à mesure, quand j'ai grandi, tout ça, je me suis fait d'autres amis. Puis tu vois, par exemple, moi, cet enjeu-là de confrontation avec les premières personnes noires, ça a été plus difficile parce que j'habitais dans une banlieue qui était très privilégiée. Puis je me souviens une fois que j'étais allée dans une soirée vraiment comme full black by black, tu sais, quand on avait 15-16 ans. Et là, je m'en vais là, puis là, je me dis, oh wow, je fonds dans la masse, enfin. Tu sais, moi, j'étais tellement heureuse, j'étais comme, enfin. Là, je pose des questions. Ils me demandent d'où tu viens. Ah, je viens de tel endroit. Ils disent, ça c'est riche. Tu sors de où? Puis là, ils ont dit que j'étais adoptée. Donc, j'étais rendue une Oreo. Donc, il y avait plus... Zéro fondu dans la masse. C'est zéro fondu dans la masse. Là, j'arrivais à quelque part, puis c'était, c'est l'adopté. Puis c'était pas de côté positif, là. C'est l'adopté. Non. Parce que, donc, c'est de là aussi qu'on voit qu'on est toujours en deux chaises, puis inconsciemment, les violences que la communauté pouvait engendrer sur d'autres personnes adoptées. Parce que moi, je veux pas non seulement raconter leur histoire, mais moi, je connais des personnes que ça a pris des années avant qu'ils puissent communiquer avec, par exemple, d'autres communautés haïtiennes, parce que on se faisait ridiculiser parce qu'on parlait pas créole, on se faisait ridiculiser parce que ça marchait pas, parce qu'on n'était pas nécessairement des vrais haïtiens. Puis ça m'est même arrivé à un moment donné que je me suis distancée des immigrants, parce que je te jure, il y a des moments que je voyais des immigrants, je changeais de rue, je changeais de trottoir, ben je me suis dit,
Je veux pas la confrontation, je veux pas... Puis c'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte, après ça, que, les personnes issues de l'immigration vivaient aussi des clashs d'identité en termes de langue, en termes de... quand ils retournent dans le pays d'origine. Puis là, c'est là que j'ai commencé à faire, OK, je suis pas tant seule. Mais il y a un moment aussi de sensibilisation, je crois qu'il faut faire au sein de l'adoption. Puis des fois, c'est pas tout le temps à nous de le faire. Ben, en fait, si je peux me permettre de dire, en fait, moi, je suis contre toute forme de déshumanisation. Puis, la déshumanisation, c'est pas juste le racisme. C'est aussi l'essentialisation. Il y a vraiment une conception de ce que ça veut dire être noir. Si t'es pas ça, t'es pas noir. Écoute, on écoute du rock, t'es pas noir. Et que nous avons inventé. Je tiens à dire parce qu'à chaque fois, clairement, déjà, know your black history. Tu sais, il y a pas de rock'n'roll sans les. D'ailleurs, en plus, sans des femmes noires queer comme Sister Rosetta, etc. Donc aussi la question de qui a le droit d'être noir. Tu sais, et en fait, chacune a sa définition pour en fait exclure les marges dans les communautés. Oui, exactement. Tu vois? Donc en fait, mais en dessous de ça, il n'y a que des insécurités. En fait, il y a juste la volonté de prendre le dessus sur quelqu'un, tout simplement. Moi, en tout cas, c'est mon expérience et sociologiquement, c'est ce que les données démontrent. C'est-à-dire qu'on parle de racisme, qu'on parle d'essentialisation entre personnes noires qui essayent de se mettre des définitions là dans la gorge. On parle d'essentialisation. On parle d'un modèle rigide. Tu rentres dans la boîte ou je t'éjecte. Puis de la même façon que je vais me raidir contre le racisme anti-noir, le sexisme et tout ça, au sein même des communautés que je desserre avec très grand plaisir, je le dis ouvertement. Je veux dire, moi, on m'a déjà dit que j'étais pas africaine. J'ai dit, mais dans quelle mesure je ne suis pas africaine? Pourquoi? On me dit, il dit, tu sais, tu parles d'une certaine façon, il y a jamais personne qui va accepter de faire sa vie avec une personne qui revendique à chaque 3 minutes comme toi. Il dit, moi, j'ai des gens qui m'aiment, hein. Moi, j'ai des gens qui m'aiment dans le réel, dans ma vie tous les jours. Donc, il y a comme cette idée de ce que tu devrais être. C'est comme si on devait rentrer dans une boîte. Puis je vais pas te le cacher que moi, j'ai eu une situation dans ma vie de 180 degrés. Fait que j'ai eu le côté, une fois, assimilation, que non, il y avait rien à savoir sur les Haïtiens parce que ça l'amène, parce que ça amène un autre aspect. Moi, on m'a beaucoup dit, t'es pas comme les autres Noirs parce que t'es adopté. Donc, j'ai vu ça à un moment donné dans mes débuts, auto-secondaire, cégep, j'étais aussi dans une école privée, je suis une des seules personnes noires comme étant, c'est vrai, je suis pas nécessairement commune, puis de toute façon, pour eux, ils me considèrent pas comme une vraie noire. Fait que je vais faire mes choses. Fait que quand on est dans une famille adoptive, on grandit dans la famille, t'es dans une famille adoptive, puis c'est beau, tu sais, c'est l'image positive de l'adoption. Mais quand tu deviens une femme noire, quand tu sors dans la rue seule comme une femme noire, je demeure avec les mêmes situations, par exemple, de microagressions ou de racisme, et puis ça relève à savoir, en tout cas, moi, c'est une question que je pose, il faut pas trop sauter dans le but, mais est-ce que, en tant que personne adoptée, on détient une certaine forme de privilège, puis lequel? Puis je trouve que des fois, ça l'amène une confrontation avec d'autres personnes noires. Une fois, j'avais parlé à une de mes amies qui, elle est issue de l'immigration, puis on discutait de ça, puis c'est que il y a certaines situations que, vu qu'on a été élevé dans une famille, par exemple, québécoise, il y a certains peut-être comportements ou certaines manières qu'on aurait pu agir qui auraient pu être mal parues au regard de d'autres personnes noires qui, eux, se sont fait enseigner de pas faire ça, de pas dire ça se dit pas. Donc, à un moment donné, ça amène des confrontations, puis des fois, je me remémore des situations au cégep ou durant le secondaire que j'ai rencontré d'autres femmes noires, puis il y avait une certaine forme de clash, parce que moi, je connaissais les codes de la société, je connais les codes de la société, je connais comment ça marche, puis pas tous les codes nécessairement sont bons. Donc, quand on parlait, par exemple, d'enjeux de racisme ou de choses comme ça, moi, ça m'est déjà arrivé, puis je guilty for that. Je reconnais qu'une fois, j'ai déjà dit, malheureusement, à une femme noire, non, une issue de l'immigration, non, arrête de overreacted. Puis elle m'a dit, ça y est, évidemment, toi, t'es adoptée. Puis là, il y a eu un clash. C'est la fin de la conversation. C'était la fin de la conversation. On ne s'écoute plus, le ton. C'est ça, mais il y a une belle histoire, on s'entend super bien aujourd'hui, puis we're fine, mais c'est que ça l'amène aussi à une dynamique entre l'immigration puis les personnes noires adoptées. Ça veut pas dire qu'on doit prendre toute la responsabilité, mais il y a certains aspects aussi que, des fois, est-ce que nous autres aussi, on doit déconstruire? Bref, ça amène tout à un autre sujet aussi. Puis moi, après, je pense que nous, on a peut-être toutes les deux une expérience aussi assez différente, déjà par l'écart d'âge et puis par les différents espaces. Parce que tu vois, la France, donc moi, j'ai grandi en France rurale dans les années 80-90. C'était tellement raciste
que je pense que pour moi, il y a eu, tu sais, mais genre frontalement raciste. Moi, je dirais que la différence, pour moi, la grande différence entre le Québec et la France, ça, c'est genre, c'est une amie qui a moi qui dit ça. Donc, Rose Dengue, elle dit que, tu sais, avec ses collègues au Canada, elle dit, moi, je suis agressive. Donc, je comprends pas quand vous êtes passif-agressif. Tu sais, moi, si t'as un truc à me dire, il faut me le dire frontalement. Tu sais, la France, c'est vraiment le pays de la frontalité, genre trop aussi, parce que des fois, tu voudrais bien que les gens s'arrêtent. Les gens sont trop à l'aise d'être confrontants. Là. Mais vraiment, tu sais. Et donc, du coup, pour moi, il y avait un côté où je pense que j'ai comme très rapidement lâché l'idée que je pouvais être acceptée par le monde blanc. Donc, moi, j'ai eu un truc comme très volontaire. Moi, je voulais être noire. C'est juste que ça marchait pas toujours. Tu sais, les noirs me reconnaissaient pas toujours. Et puis, tu sais, mais j'ai vraiment cherché. Et puis, tu sais, par le biais du basket, j'ai pu commencer à vraiment avoir une sociabilité noire. Mais c'est vrai que la question de, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire ou à quoi est-ce que ça nous donne accès d'être plongé dans le monde blanc? Et je pense que moi, je suis comme nuancée sur cette question du privilège. C'est-à-dire que je dirais que celles et ceux d'entre nous qui survivent et qui ne sont pas détruits psychologiquement par l'adoption transraciale, alors oui, on a un privilège dans les sociétés occidentales en tant qu'adoptés, parce qu'effectivement, on maîtrise les codes. Les personnes blanches, dès qu'elles savent qu'on est adopté, nous voient comme moins menaçantes. Ça, c'est immédiat. Les propos, dès qu'il y a un propos, t'es pas comme les autres, t'es adopté. Mais aussi, mais même sans les propos, hein. Moi, je vois, tu sais, même dans les trucs de business. Les non-verbales. Puis même, tu sais, t'as tous les codes. Par exemple, je veux dire, même en termes de parcours scolaire. Tu vois, moi, c'est sûr que surtout ma génération. Ensuite, il y a eu des mesures correctrices d'inégalité qui ont été mises en place. Mais tu sais, ce qu'on appelle les grandes écoles. En France, on a un système public d'éducation, mais qui est quand même un système à 2 vitesses. Parce que les écoles les plus prestigieuses à l'université, il faut rentrer sur concours. Et à mon époque, le concours, il y avait la plus grosse partie de la note, c'était l'éducation. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait ta culture générale. Mais la culture générale, en fait, c'est la culture hégémonique. C'est à quel point est-ce que tu es pointu sur la culture blanche et l'histoire blanche française. Et donc, du coup, c'était un moyen de garder les pauvres, les non-blancs, etc., hors des portes de l'école, parce qu'il fallait avoir certaines références que moi, j'avais, parce que c'était la famille dans laquelle j'ai grandi. Donc, j'étais la seule noire dans ma promo, etc. Donc, j'ai toujours eu l'habitude aussi, et même, tu sais, moi, j'appelle ça comme le chip on the shoulder des immigrants. Immigrants have a very particular way, ou les enfants d'immigrants, tu sais, de se sentir un peu comme pas à leur place, qu'ils ont des choses à prouver, etc. Mais tu sais, moi, je veux dire, moi, je maîtrise la culture blanche mieux que les blancs, tu sais. Moi, je suis pas mal à l'aise. Puis je suis même pas mal à l'aise physiquement. Tu sais, tu me fous dans une pièce remplie de blancs, moi, je m'en fous. J'ai grandi là-dedans, ça me dérange pas. Tu sais, je vois, moi, j'ai des amis noirs, là, qui ont grandi en banlieue parisienne, tu sais, pauvres, dans des familles primo-arrivantes, etc. Ils sont mal à l'aise. Ça se voit. Tu vois. Puis je trouve ça tellement pertinent, qu'est-ce que t'apportes les personnes qui ont pas été détruites du côté psychologiquement, parce que c'est important de savoir que c'est pas toutes les familles transraciales qui ont accès à un safe space. Malheureusement, il y a des personnes adoptées, des collègues ou non-collègues qui ont eu des membres de la famille racistes, des comportements, des abus verbaux, des abus psychologiques, des comportements. Physique, et même physiques aussi. Il y a des abus physiques aussi. Donc, il y a un privilège. Et encore une fois, ça ramène aussi au code de la société où que, moi, je m'en vais dans une activité de réseautage, je sais exactement de quelle façon je peux m'adresser pour avoir la carte ou avoir le contact. Puis, je peux pas savoir c'est quoi la recette, mais c'est parce que j'ai été éduquée dans une famille blanche. Tu sais, c'est ça, on pourrait même pas te le dire. Ben non! Je peux pas exactement t'expliquer, mais je sais, pour avoir vu des personnes noires qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes espaces que moi, je vois comment elles sont pas à l'aise, et je vois comme, exact. Tu vois, je peux même pas bien te le décrire, mais je sais par contre, et je vois aussi comment réagissent les blancs. Et ça, c'est vraiment systématique. Dès qu'ils savent que t'es adopté, etc., il y a comme ils se détendent, tu vois. Puis il y a un aspect aussi que je trouve tellement intéressant, tu dis, notamment parmi mon parcours, mon père, puis ça, c'est un aspect aussi de classe sociale. C'est différent adopter puis d'être une mère monoparentale dans la classe moyenne ou d'être 2 parents qui ont un haut niveau. Et moi, mon père était quand même dans un niveau privilégié, il était cadre. Et je me souviens quand j'étais petite que j'allais, bon là, puis ça aussi, là, au collège des médecins, j'allais des fois, mon père a déjà travaillé au collège des médecins, j'allais là quand j'étais toute petite, puis naturellement, j'ai appris mon père à comment parler à d'autres hommes puissants. Donc, moi, quand j'ai l'activité réseautage, c'est naturel, c'est parce que je l'apprends, mais je sais que j'ai d'autres de mes collègues qui pourraient faire la même chose que moi. Pareillement, ça passerait pas autant. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu vois, le documentaire, par exemple, Briser le code, je me dis, mais nous, on connaît les codes, mais est-ce qu'on se privilégie, on le détient? Puis, jusqu'à où, on va? Parce qu'on n'est pas immunisé pareil, parce qu'on doit quand même travailler 2 fois plus fort, puis on n'a pas droit à l'erreur, surtout en tant que femme noire. Mais il faut travailler ces solidarités-là. Moi, c'est ce que je pense, parce que, par exemple, moi, j'ai grandi dans un quartier très noir, très racialisé. J'ai compris que le Québec était majoritairement blanc quand je suis arrivée au cégep. Moi, je vivais dans l'illusion. Je vivais dans une illusion, comme je suis arrivée au cégep et j'étais vraiment choquée culturellement. J'ai vécu un choc culturel à l'âge de 20 ans.
J'étais comme, mais où est Amadou? Où est Fatoumata? Mais j'étais choquée d'être la seule femme noire dans une salle de classe au cégep. Mais après, quand tu arrives dans des espaces professionnels où est-ce que tu dois échanger avec tout ce qui était valorisé au quartier, la façon de parler, la façon d'être, les blagues que tu es capable de jeter et que tout le monde rit, toi, tu es la personne avec les codes au quartier. Toi, tu es la personne capable, c'est toi qui gères. Puis après, on te jette dans un endroit où est-ce que littéralement, tu ne domines plus ton espace. Tu sais, et moi, je sais parce que avant de venir avec vous pour discuter, je me suis posé la question, quel est mon rapport à l'adoption, comme quel contact j'ai eu avec les personnes adoptées en grandissant. Je voulais savoir la question. Ce qui arrive, c'est que c'est surtout les personnes adoptées avaient un avantage en rapport à moi qui avait grandi dans un quartier considéré comme le ghetto, mais en soi, c'était pas le ghetto, c'était juste un endroit bien normal. Mais les personnes adoptées que j'ai croisées après, ils avaient un avantage qui était le code culturel. Là, c'était clair que c'était comme des poissons dans l'eau, pendant que moi, j'étais là en train d'essayer de trouver l'oxygène quelque part culturellement. Donc, même si j'avais 20 ans, même si j'avais 25 ans, ils avaient 20 ans d'expérience sur moi, culturellement, dans l'ambiance. En soi, il n'y a pas de problème d'avoir évolué dans des contextes différents. Le souci, c'est quand, entre nous, on ne sait pas être en solidarité. On ne sait pas comprendre que, bon, Camille, voici son expérience, Amandine, voici son expérience, moi, mon expérience. On s'accepte, on avance et on a un front commun. Il y a personne qui double personne là. On se comprend dans nos expériences. Moi, j'ai choisi de miser sur ça. C'est la raison pour laquelle je vous invite ici. Je ne vous considère pas différente de moi en rapport à nos identités communes de femmes noires, etc. Jamais. Mais après, le défi, c'est les solidarités. Mais justement, tu sais, cette solidarité-là, elle, non seulement elle est importante, mais aussi, il y a aussi une perspective parce que de comment, puis là, je parlais en termes de la société québécoise, de comment l'adoption est perçue, parce que la voix des personnes adoptées qui parlent de racisme, qui parlent d'enjeux de vie dans des familles transraciales, elle est où? Elle n'est nulle part dans les médias, elle n'est nulle part au sein de la société québécoise. Donc ça l'amène aussi à une autre forme aussi de clash au sein des personnes noires non adoptées et les personnes noires adoptées aussi. Fait que ça se joue aussi. Puis... Mais je pense que c'est aussi, on a quand même un peu parlé des événements concrets. Moi, je pense qu'effectivement, ce qu'on a en commun là, toutes les trois ici, c'est d'essayer de construire des ponts. Tu vois, moi, c'est vrai que, par exemple, même la question des enfants placés, tu vois, moi, pendant 30 ans, je me disais, il n'y a pas que les adoptés qui se retrouvent coupés de leur communauté. Tu sais, nos communautés, les communautés noires, les communautés autochtones, tu sais, au Canada, et puis en France, c'est les communautés noires, les communautés arabes, c'est les communautés dans lesquelles il y a encore le plus d'enfants qui sont pris à leur famille pour être placés dans le système ici, à la DPJ, en France, l'aide sociale à l'enfance, etc. Mais tu sais, ça aussi, tu sais, juste faire comprendre à tout le monde qu'il y a un héritage colonial à déplacer les enfants des communautés racisées, autochtones, parce qu'en fait, c'est le moyen de détruire ces communautés-là aussi, c'est de commencer par détruire la structure familiale. Et déraciner l'enfant. Et en plus, les déplacer, exact, que ce soit au sein d'un même territoire ou d'un territoire vers un autre. Et donc, de parler de ça dans nos communautés et de dire que du coup, c'est aussi un enjeu, tu vois, de lutte, c'est un endroit où on doit s'organiser, plutôt que de se dire, chez nous, on n'abandonne pas les enfants, de se dire, mais tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nos enfants sont surreprésentés dans les systèmes de protection de la jeunesse? Est-ce qu'on est vraiment des familles plus violentes ou est-ce qu'il y a un système en place qui permet qu'on sépare nos familles, qu'on place nos enfants, etc. Et quelle est notre responsabilité à nous, c'est d'aller chercher ces enfants-là. Pour moi, l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de rendre, tu vois, notre travail, notre discours entendable, visible dans l'espace public, pour que déjà, quand maintenant, vu qu'il y a Internet, t'es un noir adopté dans le fin fond du Québec, moi je peux te dire, mais moi j'ai grandi là, il y avait pas Internet, il y avait rien, moi je cherchais les noirs à la télé, c'était un truc, tu vois. Et donc du coup aujourd'hui, par exemple, tu peux te faire ton éducation avec les comptes Instagram. Tu peux, tu vois, si quelqu'un voit passer Camester, tu sais, il va se dire, etc. Puis à partir de là, il va voir qu'il y a des associations, qu'il y a l'Hybridé, qu'il y a le Raïs. Et puis tu vois, et donc du coup, aujourd'hui, à ce podcast, il y a peut-être quelqu'un qui écoute parce que tu sais, qui aime bien les questions de diaspora afro, qui s'est jamais posé de questions sur l'adoption, puis qui là va se dire, ah bah oui, c'est vrai, tu sais, peut-être que moi aussi, j'ai des stéréotypes, ou peut-être que je connais cette famille blanche qui a un enfant noir, et plutôt que de chipper à chaque fois que je vois passer l'enfant avec la peau sèche et les cheveux mal coiffés, parce que ça aussi, tu vois. Est-ce que c'est notre faute à nous? Et je te dirais même, moi, quand j'étais enfant, tu sens le mépris. Mais moi, je savais pas ce que c'était un chip.
Comment je peux savoir ce que c'est la personne noire qui fait un bruit avec sa bouche quand je passe et en quoi est-ce que c'est ma responsabilité? Exact. Parce qu'il regarde l'enfant, il regarde pas le parent. D'être mal coiffé, d'avoir la peau sèche, tu sais. Ouais. Et par contre, toi, en tant qu'adulte noir, si ça te dérange, tu peux aller voir la famille blanche et leur dire bonjour, est-ce que vous savez que vous pouvez mettre des crèmes à votre enfant, etc. De trouver un moyen. Et ça, je pense que tu sais, travailler là-dessus, là, ce que tu disais, de sortir de l'essentialisation, de la déshumanisation, de au contraire travailler sur l'empathie et de te dire, tu sais, juste, et si c'était moi? Et si c'était toi qui avais grandi dans une famille blanche dans le fin fond du Québec? Est-ce que t'aimerais pas qu'on te tende la main plutôt qu'on te dise à toi t'es une bounty? Sachant qu'en plus c'est vrai, du coup c'est pas agréable. Exactement. Clairement. Il y a aussi un autre aspect que beaucoup de parents adoptants n'ont pas le contact au sein de la communauté, de la communauté interculturelle. Moi, une fois, j'ai eu justement des discussions avec les parents là-dessus. J'ai dit, tu sais, par exemple, le 1er janvier, justement, c'est l'émancipation, ok, c'est la Journée nationale d'Haïti pour la soupe du mou. Puis de plus en plus maintenant, il y a des parents qui contactent les communautés, qui disent est-ce qu'on peut venir faire un tour avec notre enfant? Puis aujourd'hui, il y a plus une autre ouverture, donc il y a aussi ce contact-là parce que l'enfant, c'est pas à lui d'aller regarder sur Google, bon, quel événement je vais devoir aller pour essayer de m'intégrer. Je suis un enfant. Non, mais je vais essayer de faire la soupe joumou chez moi. Mais non, c'est ça. Avec, clairement. Exactement. Mais il y a aussi ces solutions-là qu'on peut apporter. Puis c'est une question d'ouverture. Je pense qu'il y a une question d'ouverture puis la capacité de se poser des questions. Et de créer du lien, tu vois. Et de comme ça se dire, bah, tu sais, on ouvre les bras dans la communauté, tu sais, aux enfants noirs. D'ailleurs, ça existait à Montréal, hein. Je tiens à dire, dans les années 60, il y avait une institution qui s'appelait Open Door Society, et ça avait été monté, justement, conjointement par des parents blancs adoptants et des personnes noires. Oh, wow. Et l'idée, c'était de proposer il y avait même un lieu, il y avait des espaces pour que les enfants noirs, donc soit mixtes, soit adoptés, etc., puissent apprendre l'histoire noire par des personnes noires. Et donc, je veux dire, par exemple, remonter des lieux comme ça, recréer des espaces comme ça, ça apporte une solution, quoi. Historiquement, il y a toujours eu des solidarités. Il y a toujours eu l'entretien du lien. Après, c'est où est-ce qu'on veut mettre notre focus. Moi, je choisis de mettre mon focus dans les solidarités. Après, là maintenant, parce qu'on arrive vers la fin de cette conversation, on pourrait parler pendant... Ça faisait 15 minutes! Non. Il y a des gens qui veulent fermer cet espace. Mais à la fin, sur le plan plus géopolitique, comme si on prend... moi, par exemple, je suis d'origine de l'Est de l'Afrique. J'ai suivi des conversations concernant le cas de l'Éthiopie, l'adoption, géopolitiquement, vraiment, dans les médias. Comment l'Éthiopie a pris position publiquement en rapport à l'adoption. Puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Parce que moi, quand j'ai vu ça dans les médias, que, bon, il y a des pays qui prenaient position claire contre l'adoption, je me suis dit, mais comment est-ce que ça résonne dans la tête et dans les corps des personnes qui ont été adoptées, d'entendre qu'il y a une interdiction en rapport à une identité que, finalement, clairement, qui est proche de vous. Donc, dans le cas de l'Éthiopie, peut-être donner un petit peu de contexte sur ce que vous savez et qu'est-ce que vous en pensez? Veux-tu y aller? Écoute, donc l'Éthiopie, en fait, donc il y a plusieurs pays. Bon, alors, pour l'adoption internationale, il y a toute une histoire de restriction ou même d'interdiction effectivement d'adoption internationale, généralement aussi en lien avec des abus. Hein. Les pays ne statuent pas sur le sujet s'il n'y a pas eu d'abus. Donc il y a les pays qui en fait avaient vu se développer l'adoption internationale dans des phases de guerre civile, par exemple, je pense au Guatemala, la Colombie, etc., ou le narcotrafic. Et donc il y a eu ensuite de la prédation depuis les pays du Nord global. Donc en fait, de se tourner vers certains pays, le Sri Lanka, parce qu'on sait que c'est la guerre civile et qu'il va y avoir moins du coup de regard des institutions. Et donc on prend les enfants qui soient séparés de leur famille volontairement ou pas. Et donc là, il y a carrément eu adoption illégale, illicite, vol d'enfants, etc. Et à partir de là, à un moment donné, les pays, dès qu'ils reprennent un peu de force, on va dire, politique, et qui sont en mesure aussi de faire face à la puissance du Nord global, parce que c'est ça dont il s'agit de rapport géopolitique. Aussi, est-ce que c'était vraiment leur choix aussi de s'ouvrir aussi dans le processus d'adoption aussi non, bien sûr, pays? Non, c'est aussi juste que c'est des pays qui étaient tellement de chaos, bien sûr, là, d'un coup, tu peux adopter l'international. Oui. Dès que ces pays se remettent sur pied, ils commencent à statuer. Donc, par exemple, la Colombie décide que l'adoption internationale, c'est seulement pour les ressortissants colombiens. Donc, si t'es colombienne en France, tu peux adopter un enfant colombien. Comme ça, au moins, on ne les acculture pas, on change pas. L'Éthiopie est un des pays qui a vécu le plus d'abus, c'est-à-dire déjà donc parce que la situation politique déstabilisée faisait que c'était possible d'aller adopter, et en fait, ça a été un lieu de prédation, en particulier
par les églises évangéliques du sud des États-Unis, hein, qui appelaient très souvent à faire des... Donc, il y a un livre, par exemple, qui s'appelle The Baby Snatchers, vraiment sur le trafic d'enfants en Éthiopie, etc. Et donc là, c'est des gens complètement illuminés, donc des blancs du sud des États-Unis évangéliques, qui allaient mener des missions d'adoption en Éthiopie, etc., avec pour conséquence énormément de réabandon. Hein. Aux États-Unis, c'est un des seuls pays du Nord global qui n'a pas signé la Convention de La Haye, donc il y a la Convention internationale qui régit l'adoption internationale, avec des règles pour les pays de départ et les pays d'accueil. Les États-Unis n'ont pas signé cette convention, donc c'est un des seuls pays où on peut réabandonner, voire revendre un enfant. Ça s'appelle le rehoming, parce qu'ils ont nommé ça différemment, mais c'est dont il s'agit. Donc ça veut dire que, par exemple, on peut adopter un enfant et l'abandonner? Ouais, bien sûr. Oui. Mais ici aussi. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé aussi au Québec. Mais l'abandonner, c'est-à-dire, juste pour que je comprenne bien. Par exemple, c'est des Américains qui, à travers les circuits religieux, finissent en Éthiopie, ont des accès à des personnes mineures, ils adoptent, l'enfant vient aux États-Unis. Et puis là, ils se rendent compte qu'il est noir, et puis qu'en fait, ils sont pas du tout à l'aise d'avoir un enfant comme ça chez eux. Puis et s'ils le retournent en Éthiopie? Non. Si c'est des enfants qui ont été volés en plus, souvent, l'enfant arrive et il dit, mais moi, j'ai déjà une maman. En fait, là, il y a beaucoup d'histoires comme ça, en fait. Dans ces adoptions grises, voire illégales, en fait, les enfants, surtout quand ils sont grands, ils arrivent, dès qu'ils apprennent à parler l'anglais, ils disent, moi, j'ai une maman, j'ai des frères et sœurs, je veux rentrer en Éthiopie. Donc là, les gens ont plusieurs options. Soit ils les abandonnent auprès des services sociaux locaux, soit, et le rehoming, c'est ça, ils font des ententes privées et ils les replacent dans d'autres familles. Et donc, ils les replacent contre un échange d'argent. Donc, c'est vraiment de la revente. Et ça, c'est interdit au Québec, c'est interdit en France. Tous les pays qui ont signé la Convention de La Haye, tu ne peux pas revendre un enfant. Mais comme il y a cette dimension marchande aussi, ces gens se disent, ils ont été en Éthiopie, ils ont investi de l'argent, ils veulent pas tout perdre. Et donc, en plus, ils peuvent donc revendre l'enfant interstate, etc. Et aux États-Unis, en plus, quand tu es adopté à l'international, tu ne deviens pas automatiquement citoyen américain. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, sous Trump, ils se sont mis à déporter massivement des adoptés adultes qui n'avaient pas remis les pieds dans leur pays, alors Chine, Éthiopie, etc., depuis qu'ils avaient 6 mois, mais ils n'étaient pas américains. Et comme ils avaient été déplacés, perdu leurs papiers justement dans ces affaires de rehoming, etc., ils sont déportables. Donc après toutes ces histoires-là, mais en fait, ce qui s'est passé avec l'Éthiopie, c'est qu'il y a eu de la maltraitance et il y a eu plusieurs cas d'enfants éthiopiens qui ont été assassinés au sein de leur famille adoptante aux États-Unis. Et après le 3 ou le 4e cas, l'Éthiopie a dit c'est fini l'adoption internationale. C'est ça qui s'est passé. Donc c'est après des années d'abus. Et après des cas d'assassinat. Parce que je veux dire, c'est des gens qui se croient tout permis. Vous voyez, à partir du moment où ils sont partis comme ça dans leur mission évangélique, etc., et qui ont une vision utilitariste, capitaliste. C'est plus un enfant, c'est un objet. Donc si l'objet ne performe pas. C'est leur possession, etc. Et donc ils peuvent aller jusqu'à les tuer. Ils peuvent s'en séparer, etc. À partir de là, je veux dire, c'est plus que légitime que des pays comme l'Éthiopie disent l'adoption internationale, c'est terminé. Et nous, on va essayer de se restructurer et de mettre en place d'autres formes aussi de soins des enfants qui, alors bon là, il y a à nouveau la guerre avec Érythrée, etc. Mais quand la situation était plus stable, il y avait des choses qui étaient très intéressantes qui étaient mises en place en Éthiopie pour refonder des systèmes de soins des enfants, de services sociaux qui ressemblent plus aux familles africaines. Et donc l'idée, c'était d'avoir des systèmes où les enfants étaient à l'orphelinat, mais dans un contexte familial ouvert sur le quartier où ils pouvaient circuler, etc. et avoir une vision plus large, essayer de leur trouver des familles plus larges, etc. Donc tout ce travail aussi encore une fois, qui est toujours lié au pouvoir politique d'un pays donné, qui quand il sort du marasme économique ou de tensions, c'est-à-dire guerre civile, etc., se dit mais en fait je vais pas me départir de ma jeunesse parce qu'en fait les enfants c'est l'avenir d'un pays. Donc quand vous n'avez pas les moyens de retenir chez vous votre jeunesse, mais en fait quel avenir vous vous préparez? Donc là, il y a des solutions qui sont mises en place. Et donc pour moi, pour aller sur la question d'identité, c'est pas en lien avec mon identité d'adopté au sens où là, c'est plus en lien, justement, je dirais peut-être avec mon identité de panafricaine ou de me dire, moi, je suis pour une solidité des États africains, des sociétés caribéennes ou des États caribéens, etc., pour que justement ces questions soient posées, les services sociaux soient mis en place. Et après, je veux dire, chaque pays s'organise comme il veut. Ça pourrait être que t'es éthiopienne, donc tu peux adopter des enfants éthiopiens quand tu vis à l'étranger. Mais que toutes ces questions déjà soient thématisées, soient posées et qu'on puisse pas faire n'importe quoi juste parce qu'on a l'argent et le bon passeport. Ça doit cesser. Il y a un point qui est tellement pertinent que ce que tu apportes, c'est quand les pays reprennent leur force. Donc ça veut dire un autre point aussi. C'est pas tous les pays qui ont fait le choix. C'est pas l'histoire d'un pays à un autre qui sont des amis. Non. Il y a un côté politique, il y a une gestion politique, puis il y a une dynamique de pouvoir auquel le pays était en situation de faiblesse, en situation de vulnérabilité, puis en situation aussi auquel il n'y avait pas nécessairement le choix non plus. Donc, dès qu'il peut reprendre la faute, il peut prendre
il peut prendre position notamment là-dessus. Puis ça amène aussi aux autres structures de vraiment aussi de voir à quel point l'adoption, qu'on peut avoir plus d'adoptions aussi qui sont internes, pour s'assurer de garder la culture de l'enfant, permettre à l'enfant de pouvoir continuer son avenir. Puis pour moi, personnellement, ça m'a pris du temps avant de me séparer de ça. Parce qu'au départ, je voulais rien savoir nécessairement des gens qui, mettons, voulaient abolir l'adoption parce que je le prenais personnel. Je me dis, ben non, ça peut pas, c'est 100% de mon identité. Comment je peux être contre? Parce que ça, c'est toujours l'affaire, là. Les gens qui pensent que c'est comme une question noir ou blanc, pour ou contre, puis on lance un débat, alors que c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus nuancé. Et l'enjeu géopolitique, je l'amène aussi sur un aspect aussi féministe parce que on a beaucoup posé la question, pourquoi, par exemple, la mère biologique, on dit le mot abandon qui parfois doit être à revoir, mais au lieu, par exemple, de mettre pourquoi la mère a abandonné l'enfant, pourquoi l'enfant, surtout au Canada, pourquoi on n'a pas assuré les moyens et les outils efficaces pour s'assurer qu'une mère puisse garder son enfant. Et ça revient aussi sur quel rôle, la responsabilité, la pression qu'on joue sur la mère, notamment, puis comment c'est un enjeu aussi féministe, les aspects de l'adoption. Puis aussi sur l'aspect géopolitique, notamment dans les pays, mais aussi au sein mettons, au Québec ou des propres pays même, dans les types aussi d'adoption. Mais c'est d'assurer de garder un aspect culturel de l'enfant. C'est de pouvoir, pour moi, j'ai toujours été notamment aussi pour que, par exemple, des familles noires puissent adopter des enfants noirs. Est-ce que ça règle tout le problème? Mais sûr que non, parce qu'il y a l'aspect culturel, il y a l'aspect psychologique aussi. Donc, il y a cette question-là aussi que moi, j'invite aussi même les personnes noires, aussi de notre génération qui veulent adopter, que si, par exemple, c'est un enfant noir, mais d'être capable aussi de se renseigner parce qu'ils sont pas immunisés de tout non plus. Bien sûr. Ça l'amène à ça aussi. Ouais, mais merci vraiment, Amandine. On aurait pu continuer. On est bien installés. Hein. Nous, on est très contents. Nous, on commence, là. Mais vraiment, moi, j'avais tellement de questions, mais je pense on a touché à plusieurs aspects de ce que veut dire l'adoption, à la fois pour une jeune fille qui devient femme, à la fois pour la vie d'adulte et à la fois pour ce que ça veut dire pour les communautés. Là on clôture cette conversation. Si moi, je vous posais la question, parce que moi, aujourd'hui, je travaille avec des jeunes, je les vois, ils m'appellent madame, je trouve ça tellement bizarre. Ils m'appellent madame. Mais quand je les vois, je me dis, là, Camille, je veux dire, moi, je connais Camille, la professionnelle qui fait ses affaires. Amandine, j'ai vu ton magnifique documentaire que j'invite tout le monde il faut aller regarder. Vous, quand vous pensez à la Camille, par exemple, qui avait 8 ans, ou Amandine qui avait 10 ans, puis que là, vous voyez à quel point les choses ont changé avec les réseaux sociaux, l'information qui circule. Je veux dire, aujourd'hui, l'information, en veux-tu, en voilà. En rapport à l'adoption, puis les temps qui ont changé aujourd'hui, en 2022, l'accès à l'information est plus facile, mais il y a probablement des défis avec toute cette information qui circule. Qu'est-ce que vous voyez qui est vraiment, c'est encore un défi, là, pour les personnes adoptées, malgré le fait que l'information circule, malgré le fait que maintenant il y a Instagram et qu'il y a plein d'adoptés qui se prononcent, hein, et c'est plus le silence radio d'il y a 20 ans, hein, c'est là maintenant, ça se passe quand même. Mais quel défi vous voyez, puis qu'est-ce que vous souhaitez en fait pour le mieux? Moi, ce que je peux dire, par exemple, qu'est-ce que je souhaite, c'est sûr que à un moment donné, des mots, on est très politisé, puis on est passionné de ça, on pourra en parler pendant des heures, mais pour moi, toute personne adoptée, je priorise le bien-être. Je souhaite que les personnes adoptées ne se sentent pas sous la pression de absolument tout connaître, d'absolument tout voir. On s'est trop fait donner cette pression-là, de prioriser leur bien-être. S'ils ont besoin, par exemple, d'aller chercher l'aide, qu'ils puissent aller chercher l'aide. Et j'invite aussi tout le monde, que ce soit les parents, les personnes issues de l'adoption, puis aussi les communautés interculturelles, les communautés noires, à être confortables avec les conversations inconfortables. Parce que des fois, moi, c'est ça qui m'a permis aussi de grandir, c'est ça qui m'a permis aussi de comprendre qu'il y avait des codes qui se faisaient pas, que j'avais certains côtés privilèges, c'est d'avoir accès aussi à avoir des conversations. La compassion. Puis de la compassion aussi, puis d'ouvrir tout de l'empathie. Je trouve que le défi qu'on a, justement, t'amènes l'envers du décor, c'est toutes les pages Instagram, tout ça. Puis moi, je suis vraiment heureuse de savoir
qu'il y a autant de, par exemple, pages Instagram de gens qui se mobilisent, mais je pense que les défis aussi, c'est de pas non plus tout prendre aussi sur une éponge, puis d'y aller étape par étape. Je suis une personne adoptée, par exemple, une personne adoptée de 8 ans, je vais pas lui parler de l'enjeu géopolitique. Moi, une personne adoptée de 8 ans, je veux l'amener manger à quelque part, je veux qu'elle ait du fun, je veux qu'elle ait une représentation qui est bien. Puis c'est ça aussi qui m'a amené aussi à Amandine, parce qu'Amandine aussi est une forme de représentation aussi pour moi quand j'ai commencé à aller à l'université, puis j'ai vu le film Ouvrir la voie. C'est ça qui m'a permis aussi de faire, OK, mais tu sais, moi aussi, je peux être afroféministe. Moi aussi, je peux parler des enjeux noirs, même si, par exemple, je suis issue de l'adoption, puis c'est là aussi. Fait qu'il y a une question aussi de représentation, puis aussi de voir, quand tu vois une personne adoptée, de voir qu'est-ce qu'elle, elle veut. Puis c'est là que, nous, c'était ça important, le côté nos voix comptent, où les adoptés s'est rapproprié leur narration. Si c'est ta narration, c'est ton histoire, puis l'important pour toi, c'est ton bien-être à ce moment. Plusieurs amis adoptés qui ont mis fin à leur jour. Quand on regarde chez les adoptés aussi, il y a beaucoup plus de risques de surconsommation, de substances, de problèmes de santé mentale, etc. Et donc, du coup, c'est comme cet équilibre, et je suis vraiment d'accord sur cette question du bien-être, c'est que d'un côté, on a beaucoup de travail à faire pour conscientiser les gens, pour voilà, se rendre visible, etc. Mais bon, le premier travail, c'est de se soigner, c'est de s'assurer qu'on va bien. Et donc, si vous avez l'énergie de militer, c'est bien. Si vous n'avez pas l'énergie de militer, c'est OK. Et de façon plus générale, effectivement, moi, c'est vrai que cette question de l'empathie, tu sais, de la capacité à se décentrer, et là, je dirais plutôt aussi pour les groupes majoritaires, parce que moi, j'adore Internet. La circulation des informations, c'est super, etc. Mais le pouvoir, il est quand même encore beaucoup concentré dans les structures et dans les systèmes informationnels classiques, la télévision, les médias, c'est même si la presse papier perd du pouvoir. Et je pense, par exemple, aujourd'hui au Québec, il n'y a quand même pas encore assez de personnes adoptées visibles avec un discours politique dans l'espace public. Et quand tu regardes des panels, par exemple, télé, où tu as des parents adoptants, ça c'est arrivé récemment, tu vois, des parents adoptants blancs qui s'offusquent que le service d'adoption internationale mette en place une formation obligatoire pour les candidats à l'adoption sur les questions raciales. Cette formation, c'est l'héritage d'années de mobilisation par les personnes adoptées adultes qui disent que c'est nécessaire. Tu sais, moi, si j'étais une personne blanche, qui va pour adopter ou qui a adopté, au lieu de dire « Ah, mais je vois pas pourquoi moi je devrais suivre cette formation », je me dirais « Ah bah tiens, il y a des personnes adoptées adultes qui parlent des besoins qu'ils avaient quand ils étaient enfants, etc. Bon, peut-être que je vais écouter. » Et cet enjeu-là, pour moi, il est majeur parce que même si nous, on produit du travail de qualité, on organise des événements, mais c'est les gens qui s'occupent de ceux qui sont adoptés et qui sont enfants encore aujourd'hui, ne veulent pas écouter, ne veulent pas changer, ça va être difficile de faire changer les choses. Et donc, je trouve que trouver cet équilibre entre le travail communautaire, c'est ce qui nous construit, ce qui nous fait aller mieux. Mais en fait, de pas rompre intégralement la discussion avec le groupe majoritaire ou de pas juste les laisser partir là, en dérive tout seuls sur des plateaux où ils seront jamais interrompus par d'autres personnes. Ça, pour moi, c'est aussi un travail. Et ça, c'est le travail aussi beaucoup lié, du coup, tu vois, au cinéma, à l'écriture pour moi, qui est que moi, je veux pas désinvestir l'espace majoritaire aussi. À partir du moment où on est en diaspora et où on est du coup dans des pays du Nord global, etc., on peut pas, en tout cas ça c'est mon avis, mon opinion, on ne peut pas laisser le groupe majoritaire avoir la roue libre et faire n'importe quoi parce que ce groupe majoritaire continue à adopter des enfants noirs. Et donc moi, ma focale, elle est de trouver cet équilibre. Ouais, cet équilibre. Super. Merci beaucoup. Vraiment, millions de merci. Et puis, vraiment, j'aimerais vous dire que vos perspectives, ce que vous avez partagé, je suis certaine, ça va faire son bout de chemin. Ça va faire son bout de chemin. Puis moi, je crois en ça. Donc, un gros merci. Merci. Merci à toi. Ciao. Au revoir.